Salut à tous, je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles. Bénévole pour cette cause à Paris depuis des années et aujourd'hui à Lyon, j'ai lancé le podcast Futur Chien Guide étant persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu par tous, afin que chacun puisse y trouver sa place. Mais savez-vous que seuls 1% des déficients visuels sont accompagnés d'un chien guide ? Alors pour mieux comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi pour découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, je vous partage 2 fois par mois mes échanges avec un invité issu de cet univers, maître de chien guide, bénévole et tant d'autres. Pour en savoir encore plus, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour découvrir les coulisses du podcast, les actualités des chiens guides et bien sûr des nouvelles de mes invités. Et avant de passer à l'épisode du jour, je voulais vous souhaiter à tous une très belle année 2024. Que vos projets s'accomplissent dans la joie et les rires entourés de toutous. Pour commencer cette nouvelle saison en beauté, quoi de mieux que de découvrir les dessous de la communication d'une école de chien guide ? Comment faire passer les bons messages ? Quels sont les principaux défis des écoles de chien guide face au grand public ? Comment jongler avec les communications papier à l'heure des réseaux sociaux ? Pour vous, je me suis rendue à la Fondation Frédéric Gaillan pour échanger avec Marina, leur chargée de communication qui m'a passionnément confié ces challenges au quotidien. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Marina. Bonjour Estelle. Merci de m'accueillir aujourd'hui à la Fondation Frédéric Gaillan pour un enregistrement pour cette saison 2024. Je suis ravie en tout cas d'être là. Et ben moi aussi, je suis ravie que tu sois là. Écoute, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Oui, moi c'est Marina, je suis responsable de la communication et de l'organisation des événements à la Fondation Frédéric Gaillan, donc la seule école en Europe à éduquer et offrir des chiens guides aux enfants aveugles et malvoyants. C'est un beau programme. Est-ce que, pour un peu nous en dire plus sur toi, tu pourrais te décrire en 3 mots, me donner 3 mots qui te représentent, et 3 mots qui représentent les chiens que tu côtoies ? Ouh là là. T'aurais dû m'envoyer les infos avant. J'inaugure mes saisons, ma question 2024. Je travaille ça. Alors, tu m'as dit 3 mots pour me décrire, c'est ça ? Et 3 mots pour décrire les chiens que je côtoie ? Ouais. Alors, on va commencer par les chiens, ça va être plus simple. Les chiens, on va dire nounours. Ouais. Voilà, les chiens qu'on a à la Fondation, c'est vraiment des boules d'amour. Voilà, on peut pas faire plus adorable que ces chiens-là. Je dirais bienveillant aussi. Et joueur. Très joueur. Voilà, joueur, ouais. Voilà. Et pour moi, je dirais perfectionniste. Voilà, c'est dit. Perfectionniste. Je dirais aussi exigeante. Et enfin, passionnée. Écoute, 3 mots qui, d'après notre connaissance mutuelle, te reflètent assez bien. C'est ça. Je connais pas la carte perfectionniste, mais tu nous en diras plus. Et tu nous parlais donc de ton rôle au sein de la Fondation. Est-ce qu'on peut revenir au tout début de l'histoire, à ta première rencontre avec les chiens guides ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu connaissais les chiens guides ? Voilà, comment t'es arrivée à ce poste-là aujourd'hui ? Si on rembobine un petit peu tout ça. Alors, c'est un pur hasard, mais c'est un bel hasard. C'est-à-dire que, déjà de base, je ne suis pas du Sud, je suis de Normandie, et j'ai atterri ici par un stage que j'ai fait quand j'étais en bachelor, qui s'est très très bien passé à Cavaillon. Et en fait, au fur et à mesure des années, je venais pour un événement bien précis qui s'appelle le Grand Prix des personnalités, qui était sur Avignon et ensuite sur l'île sur la Sorgue. Et je revenais tous les ans, quand j'avais pas de stage à cette période-là, l'agence événementielle me prenait en CDD pour que je puisse travailler dessus. Et après, dernier stage de master, j'ai atterri Salon de Provence. Mais pareil, il y avait toujours un lien, c'était la femme de Gilbert, qui tenait cette agence événementielle, qui elle travaillait dans cette boîte sur Salon de Provence, qui m'en a parlé, j'ai atterri là-bas, je suis restée, voilà. Et il s'avère que j'ai voulu changer un petit peu d'horizon et donc j'étais au chômage. Je cherchais un nouveau travail et je cherchais un travail qui avait du sens. Ok. C'est quelque chose qui me manquait cruellement dans mon ancien boulot. Et il faut savoir que je suis team chien depuis toujours. Voilà. Donc, c'est vrai que c'était vraiment un plus quand on m'a proposé ici, parce que c'est l'environnement rêvé pour la folle d'animaux comme moi. Et donc, au détour d'une conversation, justement, avec Gilbert, donc mon ancien patron, il y a plus de 10 ans maintenant, il me parle de cette fondation et il me dit « Mais tu te souviens pas, sur la dernière année de l'événement, ils étaient partenaires ».
Et j'ai dit, ah bon, mais j'ai dû traiter avec eux, je comprends pas, ça, je m'en souviens pas. Il me dit, mais si, tu te souviens pas, Frédéric, il est comme ci et comme ça. Non, je voyais pas. Il me dit, écoute, il me semble qu'il cherche quelqu'un à la com, ça t'intéresse? Je dis, bah écoute, go, fais passer mon CV, je vais en apprendre plus. Et donc j'arrive ici pour un entretien et ça match de suite avec Frédéric Gaillan. On s'entend très bien, on avait les mêmes objectifs en tout cas. Et je suis submergée d'émotions par le projet de la fondation. Vraiment, c'est un coup de cœur. Ouais. Tu connaissais un peu les chiens guides ou pas du tout? Du tout. Okay. Voilà, et j'étais pas du tout familiarisée en plus avec le handicap visuel. J'avais jamais côtoyé de personnes déficientes visuelles, c'était vraiment quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. Et j'ai atterri ici très très rapidement, on a fait l'entretien, je crois qu'une semaine après on me disait que c'était bon, et la semaine suivante on me disait tu commences quoi. Voilà. Ok, c'était en quelle année tout ça? C'est ça, c'était il y a quasiment 3 ans maintenant. Ouais. Et écoute, j'adore ce que je fais. C'est un beau projet, c'est une belle cause, c'est du concret, c'est ça aussi qui me change beaucoup de mon ancien job. C'est-à-dire que là, tout ce que tu fais, tu sais que tu le fais pour des bonnes raisons, et surtout tu vois le changement, l'impact qu'a le chien sur l'enfant. Et ça, je veux dire, c'est la meilleure des motivations, quoi. Oui, parce que quand tu es arrivé, il y avait quoi qui était en place sur la communication et c'était quoi les nouveaux challenges pour toi? Alors, il y avait beaucoup de challenges, puisque la fondation est quand même assez récente. Le projet de la fondation date de 2003, mais la fondation a vu le jour en 2008, donc sous une association, et ensuite fondation en 2014. Et en fait, la communication, il n'y avait encore rien de très précis de fait, puisque c'était un poste qui était uniquement fait par des alternants, jusque-là. Voilà, et donc il y avait une alternante qui était en place quand je suis arrivée, et là, voilà, qui est parmi nous aujourd'hui. Et donc moi je suis arrivée et l'idée c'était que je puisse un petit peu plus professionnaliser ce qui avait déjà été mis en place. Et donc il y avait tout à faire. Voilà, parce qu'il y avait plein de petites actions par-ci par-là qui avaient été faites, mais il n'y avait pas encore de réelle stratégie mise en place. Donc ça a été vraiment la première étape, c'était de faire un peu l'état des lieux de ce qui avait été mis en place, qu'est-ce qu'on avait besoin, qui est-ce qu'on voulait toucher, quels étaient les objectifs, et puis ensuite dérouler le plan d'action. Du coup, tu avais plein de challenges en arrivant. C'est vrai que dans le podcast, on n'a pas abordé cette partie communication encore. Et en venant ici, en discutant avec toi, je me suis dit non, mais il faut absolument que tu passes à mon micro. En fait, tout ce qu'on voit des écoles, alors il y a les familles qui communiquent, mais il y a aussi un peu de coaching selon les écoles pour dire comment un peu communiquer et pour les aider. Du côté des bénéficiaires aussi, je sais qu'à la Fondation, ça fait partie aussi de vos missions. Mais c'est vrai que, en fait, on entend beaucoup de choses. Il y a les newsletters, il y a les infos. Et en fait, derrière, il y a une vraie stratégie de com. Aujourd'hui, si tu devais définir un petit peu votre stratégie, c'est quoi vos principaux canaux de communication? C'est quoi ce que vous souhaitez développer? Et c'est quoi l'objectif de la communication? Est-ce que c'est remettre plus de chiens? Est-ce que c'est avoir plus de dons? Ou est-ce que c'est juste se faire connaître? C'est peut-être un mélange de tout ça, tu vas me dire. C'est ça. Alors, on a 2 objectifs principaux. Le premier, ça va être la notoriété. Donc, du fait qu'on soit la seule école en France et en Europe, c'est vrai qu'on a un public qui est très, très large. Et en fait, aujourd'hui, on a encore très peu de familles qui sont au courant de notre existence. Donc, c'est vraiment un des objectifs principaux que l'on a, c'est pouvoir nous faire connaître auprès de tous les futurs possibles bénéficiaires. Et ensuite, en effet, le nerf de la guerre, collecter des fonds. Donc, comme toutes les associations de chiens guides, on ne vit uniquement que de dons. Donc, il faut qu'on puisse communiquer pour pouvoir attirer de nouveaux donateurs vers nous et puis fidéliser aussi ceux qu'on a déjà. Et en termes de canaux de communication, c'est quoi votre stratégie? Papier, plus papier? C'est un peu de tout. Quand je suis arrivée, c'était principalement papier, avec un bulletin de générosité qui était envoyé 2 fois par an et une petite carte de vœux. Et ensuite, il y avait un petit peu de communication sur les réseaux par-ci par-là. L'idée quand je suis arrivée, c'était déjà de remettre un peu tout à plat. Donc, on a essayé de ce qui était déjà en place, de le professionnaliser un petit peu plus et ensuite d'aller plus loin. Donc, par exemple, sur les réseaux, c'est vrai qu'on a une position aujourd'hui sur les réseaux qui est quand même beaucoup plus marquée qu'avant. On s'est mis à l'algorithme, donc on s'est mis à faire des vidéos, beaucoup de vidéos, ça c'est sûr, on a énormément de vidéos, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. On s'est mis aussi à faire un petit peu de sponsorisation par exemple, ce qu'on ne faisait pas du tout avant. Et pour tout ce qui est papier, on s'est un peu plus développé aussi, c'est-à-dire que on va par exemple en plus du bulletin de générosité qui est aujourd'hui beaucoup plus unique, en fait chaque bulletin de générosité est unique, on le retravaille à chaque fois. On va aussi l'accompagner d'une revue
Voilà, un peu comme un magazine en fait, qui va reprendre toutes les actualités. Donc il y en a 2 par an, donc on va dire un par semestre, qui va reprendre notamment tous les portraits de nos bénéficiaires qu'il y a eu dans le semestre, de nos chiens, des activités mises en place et manifestations par nos délégations. Et on va toujours faire un petit focus pour en apprendre un peu plus, soit sur la déficience visuelle, soit sur les chiens guides en général. Voilà, et donc ça c'est vraiment en destination, on va dire, des personnes qui n'ont pas les réseaux et qui justement souhaitent aussi en savoir un peu plus. C'est vrai que ça permet d'avoir des informations concrètes pour toutes les personnes qui sont pas trop connectées. Oui, ou même qui ont loupé des infos, hein, parce que Exactement. on a beau être connecté, on n'est pas toujours... Enfin voilà, on manque des posts. Comme tu disais, l'algorithme ne nous donne pas tout le temps tout à regarder. Et donc c'est hyper important aussi d'avoir ce magazine qui va avec. Donc oui, gros challenge de réorganiser un petit peu tout ça. C'est ça. D'être sur les 2 tableaux, parce que la particularité de l'école, comme tu le disais, c'est qu'on est dans une association qui a une vocation géographiquement à être sur toute la France, même sur toute l'Europe. Mira Europe, Mira France ont été les noms du coup de la fondation avant. Et donc vous avez des bénéficiaires aussi au-delà des frontières françaises. C'est ça. Qui viennent faire une classe de remise ici. Et avant qu'ils viennent, il faut bien se faire connaître. En termes de communication, justement, est-ce que, on en parlait ce matin quand j'ai visité la fondation, vous me parliez des relations un petit peu que vous aviez avec les différents centres qui peuvent accueillir ces adolescents ou ces jeunes futurs éventuels bénéficiaires. Là-dessus, il y a une communication particulière qui est faite auprès de ces instituts, ou ça se fait par les éducateurs au fur et à mesure des classes de remise? Comment vous vous organisez? Alors ça, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. On n'a pas de personne dédiée pour le moment qui s'occupe de ce type de communication. On va avoir le pôle enfant, donc, qui est représenté par Chantal, qui est donc directrice du pôle enfant, mais aussi co-directrice générale de la fondation, et Christelle, son assistante, qui en fait vont se mettre en relation avec différents centres d'accueil de déficients visuels en France. Et l'idée, c'est de leur exposer un petit peu notre projet, les faire venir à la fondation pour qu'ils se rendent compte, parce que beaucoup ont ce vieil a priori de les enfants sont trop jeunes, ils sont pas assez responsables, ils sont pas assez autonomes. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment leur montrer ce qu'on fait, que ce soit concret, et que si on arrive à les décider, à ce que eux aussi soient convaincus du projet, en fait, automatiquement, ils vont parler de nous auprès des familles qu'ils accompagnent, et potentiellement, on peut avoir des enfants qui ne sont pas au courant de cette possibilité, qui sont gênés par la canne, parce que c'est vrai que ce qui revient régulièrement par nos bénéficiaires, c'est que la canne, ça éloigne. Le but du jeu quand même de la canne, c'est de cogner pour pouvoir voir qu'il y a un obstacle. Et en fait, beaucoup ont peur de cogner leurs camarades, beaucoup ont peur de faire mal à quelqu'un, et donc en fait, ils se renferment sur eux, beaucoup sont déscolarisés, voilà. Et donc, c'est vrai que l'arrivée du chien, c'est incroyable chez le jeune, vraiment. Nous, on le voit entre le premier stage découverte, la classe de remise, ou même le premier jour de la classe de remise et le dernier jour de la classe de remise, en général, c'est pas les mêmes enfants. Ouais, carrément. Et on en parlait du coup pour revenir un petit peu sur les différentes étapes pour avoir un chien en tant que jeune pour la Fondation Frédéric Gaillenne. C'est vrai que j'en ai beaucoup parlé, on va pas développer aujourd'hui à nouveau tout ça, mais j'encourage du coup les auditeurs à retourner écouter l'histoire de Bérénice et d'Opium dans l'épisode 28. Bérénice étant en plus la bénéficiaire de votre 100e chien guide. C'est ça, avec son beau opium. Voilà. Il y a aussi Anaïs et Mozart que j'ai eu l'occasion d'avoir dans ma vie professionnelle en stage pour les chèvres. Et puis à mon micro, cette même semaine pendant qu'elle était en stage avec moi dans l'épisode 35. Et dernièrement, j'ai aussi eu Marine et Odore que je vais croiser cet après-midi dans l'épisode 43 qui nous ont parlé justement de ces différentes étapes entre la stage découverte, la pré-classe, et qui nous ont raconté comment elles l'ont vécu, puisque ce n'est que des filles. Mais je tenais quand même à préciser aussi qu'il y a une partie un petit peu particulière encore dans toutes les particularités de la fondation, qui est que, comme nous l'a raconté Guillaume avec sa belle Oméga, dans l'épisode 45, vous remettez aussi des chiens à des enfants qui naviguent dans le spectre autistique. Et ça, c'est une activité un petit peu annexe au sein de la fondation qui est aussi en marche et dans la communication. Comment ça s'organise pour vous? Alors, c'est une activité qu'on a stoppée suite au Covid, qu'on a mis en stand-by en fait. Ça nous demandait énormément de ressources qu'on commençait à manquer. Donc on s'est posé la question de qu'est-ce qui nous importait le plus. Est-ce que c'était
de former des chiens d'assistance pour les enfants atteints de TSA, donc du trouble du spectre autistique, ou pour les chiens guides. Et il s'avère que après réflexion, on a déjà des associations comme Andy Chien par exemple qui peuvent le faire pour les chiens d'assistance. Et nous, les chiens guides, il y avait vraiment personne. Donc aujourd'hui, on s'est recentré sur cette activité-là uniquement. On n'a pas abandonné le programme pour les enfants autistes, mais pour l'instant, il est en stand-by. Ok. Non, mais c'est bien aussi de savoir un petit peu que voilà, parmi toutes les orientations, bah voilà, comme tu dis, vous êtes déjà dans une particularité d'une particularité, et du coup de se recentrer. Donc aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Donc c'est Andy Chien, hein, et on en a vu d'autres témoignages sur le podcast avec Andy Chien qui gère toujours ce genre de remise. Et vous êtes resté voilà, sur cette niche un petit peu, on va dire, des enfants de moins de 18 ans. Et c'est ce que voulait Frédéric Gaillan dans l'histoire de la Fondation. En tant que fondateur, lui, c'est vraiment ce qu'il voulait, c'était donner l'opportunité à ces jeunes d'avoir un chien avant leurs 18 ans. Exactement. En fait, ce que j'ai toujours entendu de la part de Fred, c'était que d'être un enfant, d'avoir cet handicap visuel, c'était une double peine. Déjà parce que vous n'y voyez pas, donc c'était très compliqué de pouvoir aborder certaines choses dans la vie quand on est adolescent et qu'on a des soucis visuels. Et en plus de ça, on vous impose cette canne qui, comme j'ai dit tout à l'heure, éloigne, qui est quand même très visuelle et qui parfois peut faire peur, notamment aux autres adolescents. On sait, c'est une période qui est quand même très compliquée, où ils sont pas forcément tous très sympathiques les uns envers les autres. Alors que le chien, la différence, c'est que tout de suite, en fait, les gens vont être attirés par le chien avant d'être attirés par la personne, c'est un fait. Mais en fait, ça va rapprocher, c'est un vecteur de lien social qui est incroyable. On en a beaucoup qui avaient des soucis à l'école avant même d'être déscolarisés et qui aujourd'hui, en fait, le chien c'est devenu un peu la mascotte et ils ont plein d'amis parce qu'en fait les gens avaient peur de leur parler, parce que peur de cette canne, peur un petit peu du handicap, etc. Et en fait le chien, ça a été le moyen de discussion, d'entrer en conversation. Et aujourd'hui, voilà, ils ont une vie sociale qui est bien plus riche. Oui. Et toi, au quotidien, comment ça s'organise ? Est-ce que vous avez des missions un petit peu par semaine ? Là, je sais qu'il y a des jeunes qui sont sur le site depuis hier soir, qui sont arrivés pour 3 semaines de classe de remise. Donc, c'est vraiment le moment qu'ils attendent tous, plus ou moins stressant aussi, comme on en discutait tout à l'heure. Mais toi, comment ça s'organise ? Est-ce que, du coup, il y a des grands événements ? Alors, je pense qu'il y en a un en mois de septembre que j'ai loupé pour cette année chez vous, mais l'année prochaine, on s'est dit. Tu as un calendrier annuel ? Comment tu gères ton poste de chargé de com là-dessus ? Alors, la question piège. Alors déjà, il faut venir au JPO l'année prochaine parce que ce sera les 10 ans de la fondation. Ah, bon, c'est voilà. Donc, s'il y a un moment à venir, c'est l'année prochaine. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a des événements, on va dire, qui sont annuels, qui sont des grosses périodes où on sait que ça va être rechargé. Donc, notamment, les JPO, donc en septembre, ça va être nos 2 classes de remise. Donc, ça va être octobre et avril. On sait que c'est des périodes qui vont être très chargées parce qu'il va falloir à la fois couvrir les classes. En général, on essaie de faire énormément de contenu vidéo qui puisse après nous tenir sur toute l'année. Et on va avoir après plusieurs petits événements qui vont se greffer. Là, par exemple, cette année, on s'est lancé le challenge de réaliser un dîner dans le noir, un dîner gastronomique, donc et caritatif au Palais des Papes à Avignon. J'ai vu la date, le 16 novembre. Exactement, voilà, par un chef étoilé. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui ajoute un peu de piquant à mon quotidien. Ouais. Mais c'est de beaux challenges. Et après, on va avoir aussi tout ce qui est les périodes d'appel à dons. Donc en général, ça va être courant novembre-décembre et ensuite ça va être mai. Voilà, donc ça on le sait que c'est des périodes qui sont déjà de base très chargées. Et ensuite, t'as tous les autres projets, on va dire, qui sont plus ou moins annuels, qui vont venir se greffer à ça. Donc chaque journée est différente. Ouais. Pour ça aussi, c'est mon côté un peu perfectionniste et exigeante, c'est-à-dire que j'aime que les choses soient carrées. Et en même temps, pour faire un boulot comme le nôtre, il faut que ce soit carré. Parce que sinon, en fait, t'as tellement de possibilités que tu t'y perds. Et les chiens dans tout ça ? Les chiens, ils sont au centre de tout. Tu les vois au quotidien ? C'est ça. Tu les prends en photo au quotidien ? Absolument, ils viennent dans mon bureau. Oui, alors ça c'est le petit côté plaisir, on va dire, du travail. C'est que je suis au contact des chiens donc quasiment tous les jours, que on essaie aussi que les salariés à la fondation soient famille d'accueil relais. Voilà, donc on a très régulièrement des chiens chez Toi nous. Aussi. Voilà, moi aussi. Notamment là, il y a un chien qui est proposé sur cette classe que j'ai eu quelques week-ends là en septembre. Voilà, on les a aussi dans le bureau et c'est quelque chose que moi j'apprécie tout particulièrement, déjà parce que ça te rappelle dans les moments qui parfois sont
peut-être un peu plus compliqués, un peu plus stressants, où tu as un peu plus de pression, ça t'apaise. Et en fait, ça te rappelle de pourquoi tu es là. Moi, c'est vraiment... j'aime les chiens, je suis admirative de ce qu'ils font, de ce qu'ils peuvent faire. C'est ce que j'ai envie en fait de communiquer, c'est regarder ce qu'ils savent faire. Ils sont incroyables et ils méritent d'être mis en avant. Oui, donc c'est un peu la motivation, ce que tu disais par rapport à ton ancien métier, c'est qu'il y avait peut-être moins de liens. Tu nous en as dit sans nous dire. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Alors, avant, j'étais responsable événementiel dans un très gros groupe français qui est leader sur tout ce qui est implantologie. Implantologie. Donc, les implants dentaires. Ok. Et donc, je m'occupais de toute l'organisation de leurs gros événements en France et de tous les événements à l'international. Ok. Voilà, parce que c'est un gros groupe qui a énormément de filiales. Donc, ça veut dire beaucoup de congrès, de lancement de produits, de séminaires, voilà, ce genre de choses, de symposiums. Donc c'était un job qui était incroyablement riche, très stressant, mais qui était vraiment très très sympa et que j'adorais. Mais c'est vrai que ça manquait de concret. Si tu veux, ça vend pas du rêve de dire que tu fais un événement pour vendre des implants dentaires. Tandis que faire un événement pour récolter des fonds, pour que tu vois des enfants qui ont une vie complètement changée grâce aux chiens, voilà, la question elle se pose même pas. La question est vite répondue, comme dirait ça. Exactement. Et justement, parmi tous ces grands moments, donc la JPO, on note l'année prochaine, donc dernier week-end de septembre si tout va bien, les 10 ans. C'est ça. Comment vous organisez ? Parce que du coup, tu es pas toute seule à faire la communication, sinon là, tu serais un peu sous l'eau quand même. On est deux. Vous êtes deux, comment vous organisez toutes les deux ? Est-ce qu'il y en a une qui est plutôt spécialisée en création de contenu vidéo, l'autre qui poste ? Enfin, comment vous faites ? C'est exactement ça. Donc moi, je vais être plutôt sur tout ce qui est stratégie rédactionnelle. Et là, elle va être plutôt sur tout ce qui est contenu photo et vidéo. Voilà. C'est quelque chose sur lequel elle excelle et qui, moi, m'intéresse un petit peu moins. Et à l'inverse, tout ce qui est rédactionnel, par exemple, c'est quelque chose où elle pêche un petit peu et que moi, j'adore. Ok. On est assez complémentaires, on se répartit bien les tâches. Et tout ce qui est événementiel aussi que j'ai gardé. Oui, quand même... C'est ton cœur de métier. Truc d'avant. C'est ça. Oui, et donc là, moi, je l'ai quand même vue à l'accueil aussi. Ce matin, elle m'a dit désolée, j'avais un petit coup de fil. Mais en même temps, elle gère aussi les appels au niveau de l'accueil. Donc voilà, elle est aussi multicasquette comme il faut l'être dans ces petites associations quand même. Exactement. Parce qu'au niveau de la fondation, il y a combien de salariés ? Alors aujourd'hui, il me semble qu'on est 16 salariés. Ouais. Voilà, donc on est une petite équipe vis-à-vis des autres écoles. Et justement, quand je suis arrivée, l'idée c'est d'avoir qu'une seule personne à la communication. Et en fait, j'avais demandé à garder Ella avec nous parce que je trouvais qu'elle avait des qualités que moi je n'avais pas forcément et qu'on était très complémentaires toutes les deux. Sauf qu'en termes de ressources, c'était compliqué d'avoir deux personnes à la communication. Et vu qu'il y avait un poste qui se libérait à l'accueil, l'idée c'était justement de faire double casquette. Elle est à la fois assistante administrative et à la fois chargée de communication. Parfait. Et là. Exactement. Je me demandais si dans toute cette aventure, un petit peu, il y avait des choses que tu avais découvertes. Parce qu'au final, tu connaissais rien des chiens guides. Non. Comment on débarque dans ce milieu ? Alors moi, c'est bizarre, on en discutait tout ce matin. Moi, ça infuse depuis le collège. J'ai un peu grandi avec cette idée d'y avoir ma place quelque part, que je pense avoir trouvé, même si ça va encore se compléter cet automne. Comment on se crée sa place ? Comment on arrive dans ce milieu des chiens guides ? Et qu'est-ce qu'on découvre quand on arrive ? Quelles sont les choses qui t'ont un peu surpris, dans le bon, dans le positif, dans le négatif ? Des choses que tu n'imaginais vraiment pas avant d'être là, au milieu de cette fondation en tant que chargée de com. Déjà, tu te prends une claque. Voilà, c'est la première fois que tu mets le pied dedans. Je trouve que tu te prends une vraie bonne claque qui te remet les idées un peu en place sur qu'est-ce qui est important dans ta vie ou pas. Nous, notre système de classe de remise, donc 2 fois par an pendant 3 semaines, ça nous permet d'être vraiment en immersion avec ces jeunes pendant 3 semaines, où tu apprends à les connaître, tu apprends à voir aussi la différence au quotidien de qu'est-ce que va leur apporter leur chien. Et en fait, encore une fois, tu te reprends une claque. Voilà, c'est systématique de toute manière. T'as toujours... je suis émerveillée en fait à chaque classe sur à quel point ces enfants ont de la résilience, à quel point ils sont incroyables. Ils voient généralement toujours la vie du bon côté. Comment dire, ils ont des sens qui sont incroyablement développés en dehors de la vue. Et en fait, ils t'épatent quoi. Ils t'épatent. Et aux côtés des chiens, en fait, c'est comme si c'est le petit bourgeon, ça y est, il devient fleur, tu vois. Ils ont leur plein potentiel. Et c'est vraiment ça qui, moi, me motive et qui me met une claque clairement, systématiquement, quoi. Et sinon, oui, ce qui m'a après bien surpris quand je suis arrivée aussi, c'est tous les ordres
que peuvent apprendre les chiens, par exemple. J'ai toujours su que les chiens étaient très intelligents et qu'ils aimaient ça, mais c'est vrai que vraiment, c'est quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, à cet entraînement aussi bienveillant, qui a des résultats incroyables. Je veux dire, le chien, en général, quand il voit le harnais, tout de suite, il a la queue qui se met à balancer de tous les côtés, il nous fait le plumeau, et en fait, il attend qu'une chose, c'est de mettre le harnais et de se mettre au travail, quoi. Et c'est vrai que, en général, j'essaie de dire aux familles d'accueil de ne pas parler de travail, parce que ça a une connotation un petit peu négative, mais en même temps, eux, ils le prennent pas comme un travail, tu vois. Tu le vois, ils sont contents. Ils attendent que ça, en fait. Ils veulent être avec toi. Ils veulent te guider. Ils veulent être présents. Et ils apprennent les ordres au fur et à mesure. Et c'est comme si... tu sais, c'est un peu comme si toi, t'as trouvé ta passion et tu veux en apprendre plus. Et bien, en fait, eux, c'est pareil, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup épatée. Et encore aujourd'hui, quand je vois à quel point c'est facile pour eux d'apprendre ça et comment ils l'apprennent en plus avec plaisir, voilà, je suis épatée, quoi. Et tu disais, les jeunes donc, qui sont là aujourd'hui en classe de remise, etc. Et du côté des chiens, comment ça se passe ? Parce que les chiens, ils passent, ils repassent. Toi, t'en as un peu en relais. T'en as eu beaucoup en relais ? Non, pas tant. Après, c'est un peu compliqué aussi parce que je fais un peu de télétravail. Donc, selon en fait, les périodes où il y a besoin de relais, je suis pas forcément tous les jours à la fondation. Donc, voilà. En général, ça va être plus le week-end. C'est quelque chose que je vais faire un peu plus prochainement, en tout cas. Voilà. Tu vas t'engager plus. Voilà. Et là, à craquer, je crois. J'avais un chéri à convaincre, mais ça y est, il est convaincu. Ah, yes, 3 ans. Voilà, c'est ça. C'est travail de longue haleine. Oui. Et ben écoute, je les connais tous. Voilà, ça c'est quelque chose aussi que j'essaie en permanence, en tout cas, d'être un peu en relation avec tout le monde. Je suis régulièrement présente, par exemple, sur les réunions des bénévoles de la délégation PACA. J'essaie aussi être au contact des familles d'accueil quand il y a des cours du chiot, quand il y a des remises. Voilà, en général, j'essaie toujours d'être présente, me présenter, donner mon contact pour encourager ces familles à me tenir au courant, m'envoyer des photos, m'envoyer des vidéos, ce genre de choses. Et ça me permet aussi de garder un peu un lien à la fois avec le chien, à la fois avec la famille. Et quand on est présent ici, tu vois, par exemple, le déjeuner, on le fait au chenil. Donc en fait on est au contact des chiens, voilà, c'est combien de fois c'est un petit coup de blues, un petit coup de down ou je sais pas, t'es un peu fâché ou quoi, en fait t'atterris dans un box pendant ta pause déjeuner et à 14h c'est reparti, quoi. T'as fait la pause canine, pause caresse, câlin, et tout va bien. C'est ça. T'as fait c'est pas la ronron-thérapie, c'est la toutou-thérapie. Oui, voilà, la ronron-thérapie je l'ai quand je rentre chez moi. Et du coup on parlait un petit peu, j'en ai parlé un tout petit peu au début, de comment vous aidiez et vous incitiez les familles d'accueil ou les bénéficiaires à communiquer. Parce que ça, c'est quelque chose qui est assez particulier, je crois, à la Fondation. Toi, tu disais à l'instant, tu leur demandes de t'envoyer des photos, de t'envoyer des retours, etc. Parce que c'est ce qui nourrit ta communication vers l'extérieur. En fait, c'est pas Marina qui fait la com, c'est Marina qui fait la com grâce à tout ce que tu as autour. Tu peux pas créer les photos de chiens, même si maintenant on peut le faire avec l'intelligence artificielle. On pourrait, mais du coup, toi, ta base, c'est quand même les familles d'accueil et les bénéficiaires. Quel rôle vous donnez à ces deux parties d'engagés, on va dire, au sein de la Fondation dans la communication ? Comment toi, tu entretiens ce lien déjà avec les bénéficiaires pour commencer ? Alors, ils sont centrales, ça c'est un fait. Donc déjà, ce qu'on a mis en place désormais, c'est que sur chaque classe, on a un shooting photo avec une photographe animalière incroyable, voilà, Valérie Chaubagnan, qu'on fait venir de Savoie, voilà, qui a pris l'habitude. Maintenant, elle vient sur chaque classe. Et ça nous permet aussi d'avoir un moment avec les jeunes. Donc en général, c'est là et moi, plus un éducateur qui gérons ce shooting. Et ça nous permet déjà d'expliquer aux jeunes en quoi c'est important de faire ce type de photos, en plus de la beauté des photos, etc. pour eux, pour leur famille. Parce que c'est vrai que par exemple, pour ceux qui sont en cécité totale, parfois, faire des photos, ils voient pas du tout à quoi ça va servir. Voilà, ils se rendent pas compte. Et donc, on essaie de leur expliquer, de les sensibiliser aussi à comment ces photos vont être utilisées, pourquoi il faut les faire, quel est le message qu'on va faire passer avec. Et c'est un petit peu ce qu'on fait aussi voilà, avec par exemple nos bénévoles et nos familles d'accueil. Nous, on a mis en place ce qu'on appelle le livret du bénévole. Voilà, donc c'est un petit document où on explique un petit peu l'histoire de la Fondation, l'histoire des différents stages, mais aussi par exemple les spécificités du logo, comment on peut l'utiliser, pourquoi il ne faut pas l'utiliser de telle manière, et par exemple tout ce qui est comment présenter la Fondation. Okay. Voilà, la phrase la plus simple, c'est la seule école en Europe pour offrir et éduquer des chiens guides pour les enfants aveugles et malvoyants.
Voilà, donc ce genre de choses, c'est quelque chose que je répète, 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 voilà, tout le temps, que ce soit sur les réunions des bénévoles ou après avec les familles d'accueil. Et j'essaie d'être au plus proche. Je veux dire, ils ont tous mon numéro de portable. Je suis joignable tout le temps, voilà, c'est un fait. Et au moins, on a du lien tous ensemble. Et c'est beaucoup plus simple quand j'ai un appel à témoignage, par exemple, que la fédération m'appelle parce qu'ils aimeraient avoir un petit témoignage, qu'ils aimeraient avoir une petite photo, qu'ils aimeraient avoir quelque chose. En général, les bénévoles, ils répondent toujours présents, quoi. Oui, et puis ce que tu dis, c'est que vous insufflez aussi l'importance d'avoir des photos, d'avoir de la communication, et que c'est pas un rôle passif qu'ils peuvent avoir juste c'est ça. En passant dans la formation, en ayant un chien remis, et que voilà, c'est pas. Après, on leur souhaite bonne route ensemble. Je crois qu'il y a aussi une particularité, c'est que vous incitez peut-être les bénéficiaires à créer une communication autour de leur nouveau binôme avec leur chien. Tu peux nous en dire un peu plus ? C'est ça. Alors en fait, que ce soit les bénévoles, familles d'accueil et bénéficiaires, en général, j'utilise toujours le terme ambassadeur. Pour moi, ce sont eux nos ambassadeurs en fait en termes de communication. Et il y a cette particularité où on travaille quand même en général avec des adolescents qui aiment les réseaux sociaux, voilà. Ouais. Et donc ça va être quelque chose où en général ils sont très friands de conseils, de qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme photos de leur chien, voilà, les partager sur les réseaux, etc. Et donc c'est quelque chose où on peut nous les accompagner de temps en temps, et on en a beaucoup qui ont créé voilà, leur petit compte Instagram sur leur chien, sur leur déficience visuelle, sur leur expérience. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment aussi lié au fait que ce soit des enfants qui sont en attente de reconnaissance, et où là, en fait, ils peuvent être mis en avant. Le fait qu'ils aient un chien, c'est quand même assez unique. Ils sont quand même pas beaucoup en France à l'heure actuelle à en avoir un chien, et donc ils se sentent très valorisés d'avoir réussi à parcourir toutes ces étapes, parce que faut pas croire, ces étapes, elles sont quand même compliquées. Si le stage découverte et l'après-classe, on peut le faire plusieurs fois, c'est pas pour rien. C'est qu'on leur demande quand même pas mal de choses, parce que c'est quand même très important qu'ils soient suffisamment autonomes et responsables d'eux-mêmes avant de pouvoir s'occuper d'un chien. Ici, on va leur apprendre à gérer tous les besoins physiologiques de leur chien. On va leur apprendre à récupérer leurs excréments, on va leur apprendre à jouer avec leur chien, on va leur apprendre à comment les nourrir, comment faire attention aux parasites, voilà, ce genre de choses. Et donc, eux, ils se sentent valorisés de savoir ça, ils se sentent à part, et ils veulent le communiquer. Et c'est vrai que nous, on les encourage fortement, on peut pas dire le contraire. De manière, la plupart de nos bénéficiaires aujourd'hui, qui font partie aussi de nos délégations en région, voilà, ce sont des délégations un petit peu partout en France, et ils vont participer à plein d'événements, des fois même 3, 4, 5 ans après leur remise, ou même venir sur nos JPO, quoi. Oui, et puis là on l'a vu, ce week-end il y avait la WooFest. Effectivement. Parce qu'on est mi-octobre, et il y avait quand même 5 Saint-Pierre. Oui, il y avait du monde. Il y avait du monde alors qu'on n'était pas représenté officiellement. Voilà. Parce qu'on était représenté sur la WooFest de Flyosc pendant la classe d'avril, et on était représenté aussi à la WooFest à Lyon. Voilà, on était représenté là par notre délégation. Là, c'était une délégation officieuse. Exactement. Qui du coup s'est organisée pour rejoindre la WooFest, et voilà, ça fait de la communication, et c'est ça. Disons qu'ils sont pas passés inaperçus. C'est vrai que déjà on a cette particularité du chien, puisque on est les seuls à travailler avec le Saint-Pierre, race qui est venu du Canada. Morphotype même, je devrais dire, plutôt que race. Et c'est vrai que là, sur cette WooFest, t'as 5 nounours qui arrivent noir et blanc, tout de suite, en plus avec les gilets. Voilà, ils sont pas passés inaperçus, et c'est vrai que je remercie la WooFest parce que ils ont été adorables de nous mettre aussi en avant sur leur réseau, alors qu'on y est allé de manière officieuse. Oui, mais du coup, il y avait un lien les 2 fois précédentes, donc le lien a été construit. Puis quand on les voit, on n'a qu'une envie, c'est de faire des câlins et puis de prendre des photos. Absolument. J'ai eu la chance de profiter de 2 d'entre eux hier soir, puisque j'étais hébergée chez une de vos bénévoles, chez Valérie. Et c'est vrai que voilà, quand on voit Jalice et Nuts, qu'est-ce qu'on veut faire ? Même mon baby boy, il était conquis là-dessus. C'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux caractéristiques de ces chiens. On peut pas ne pas les aimer. C'est impossible. Et on en a beaucoup d'enfants qui arrivent ici, qui n'aiment pas les chiens, ou du moins ne pensent pas ne pas aimer les chiens, ou avoir peur des chiens. Parce que c'est vrai que, encore une fois, nous, on s'en rend pas compte, parce que le chien, on le voit, on voit comment il réagit, etc. Pour les personnes qui ne peuvent pas voir, par exemple, ça peut être compliqué de savoir où est la tête, où est la queue. Ça peut être compliqué de se dire que le chien peut avoir des réactions qui sont imprévisibles, que un chien, ça bave, que ça aboie, mais on sait pas pourquoi ça
ça aboie, voilà. Et donc on en a énormément qui arrivent ici, en général parce que leurs parents ont dit ça serait bien pour toi de voir peut-être le chien guide, etc. Et qui arrivent ici en nous disant non mais moi j'aime pas les chiens, cherchez pas, je suis là pour faire plaisir à mes parents, mais je m'en fous quoi. Et en fait au bout de 2 jours, ils sont en train de pleurer parce qu'ils veulent pas rentrer chez eux. Oui, c'est ce que tu nous disais ce matin, parce que moi j'avais pas envisagé qu'il y ait des jeunes qui viennent ici en ayant peur des chiens. Oui. Tu vois, je m'étais dit, les jeunes qui viennent ici, ils veulent absolument un chien, c'est le rêve de leur vie, peut-être un chien de compagnie avant tout, et puis au final, ils font d'une pierre deux coups, et voilà. Mais un peu comme avec les chiens guides pour adultes, c'est un peu moins influençable les adultes, mais tu vas avoir des gens qui viennent se renseigner parce que tout le monde leur dit peut-être qu'un chien ça tirait bien. Et puis des gens qui en ont marre d'entendre ça. Je sais qu'on en avait parlé dans l'épisode 40 avec mon invitée Laetitia Bernard, qui elle n'a pas de chien guide, elle a fait le choix de ne pas en avoir. Ça reste un choix quand même, mais du coup pour les enfants c'est un choix qui peut être influencé de manière tout à fait bienveillante par les proches et les parents. Absolument. Voilà, c'est pas un taudis de venir ici. Et puis quand tu dis qu'ils viennent pas pour une classe de remise pour 3 semaines, ils commencent par une immersion, ce qu'on appelle donc la classe découverte, pour un week-end. Et en fait l'idée c'est de voir avant tout. C'est pas de les faire direct être guidés par un chien. Je crois pas que ce soit l'objectif. Non. L'objectif, c'est de voir comment eux, ils peuvent être à l'aise au contact d'un chien. Exactement, c'est ça. Et en fait, la différence aussi avec les écoles pour adultes, c'est que ça reste des enfants qui sont dans un environnement donc familial, et donc il faut que l'enfant ce soit son choix, mais il faut que ce soit un choix qui soit soutenu par la famille. Voilà. Et ça, on en a des enfants qui justement, en effet, ont ce projet, qui attendent que ça, d'avoir un chien, et où leur famille n'est pas pour, par exemple, parce que leur maison est trop petite, ils vivent en appartement, voilà. Bon, bref, pour des raisons variées. Et donc, eux attendent qu'une chose, c'est d'avoir 18 ans pour pouvoir postuler dans une école pour adultes. Et on a des enfants qui ne se rendent pas compte, en fait, de ce que peut leur apporter le chien guide, parce qu'ils ont cette image très précise du chien, parce qu'ils n'en ont pas forcément beaucoup côtoyé, parce que ça leur fait peur. Et où justement leurs parents bienveillants aimeraient en fait que leur enfant puisse explorer toutes les possibilités qu'il peut avoir. Et donc justement ce matin je te racontais l'histoire de Léana, donc qui nous vient de Marseille, qui est bénéficiaire depuis avril, et Léana nous expliquait encore lors de sa remise officielle là au JPO en septembre que premier stage découverte, Marseille, l'île sur la Sorgue, elle a pleuré tout le long de la route parce que elle avait pas envie, elle avait peur des chiens, vraiment elle le faisait que parce que sa mère avait insisté. Et puis elle est arrivée ici, le premier truc qu'elle a dit à Anthony, notre éducateur, c'est cherche pas, j'en veux pas, j'en ai peur, ça aboie, c'est sale, ça bave, moi vraiment je veux pas de chien quoi, je veux pas de chien. Et Anthony lui a dit écoute, pas de souci. T'en as peur, je le comprends, on va y aller doucement et puis on va voir si au bout de 2 jours t'as toujours cette appréhension ou pas. Et puis les 2 jours se sont passés, il me semble qu'elle a même fait dormir un chien dans sa chambre le soir même. Voilà, donc beaucoup ne le font pas en stage découverte. Et en fait, quand elle est repartie de ce stage découverte, elle a pleuré tout le long de la route l'île sur la Sorgue Marseille parce qu'elle voulait plus partir. Et là, elle a dit à sa mère, je veux un chien. Bon, je veux un chien. Et elle est revenue, voilà, en stage découverte en pré-classe. Et son souhait, c'est affirmé. C'était un choix, voilà, qui était soutenu par les parents. Et c'est quelque chose qui nous est très important pour nous. Il ne faut pas que ce soit que un projet du jeune. Il faut que ce soit un projet familial, mais il faut aussi que les parents gardent en tête que ce n'est pas un chien domestique et ce n'est pas le chien de la famille. Ouais. C'est le chien de l'enfant. Ouais. Voilà. Donc ça signifie que l'enfant doit être le seul à s'occuper du chien sur tous les besoins primaires, etc. C'est l'enfant qui doit s'occuper de le sortir, de jouer avec lui, de lui donner à manger, ce genre de choses pour qu'il y ait vraiment un lien qui se crée entre les deux. Après, en effet, en général, ils sont quand même attachés à la famille, les chiens. On peut pas dire le contraire. On peut pas non plus résister. Après, voilà. C'est ça. C'est un peu particulier parce que c'est vrai que c'est des chiens, tout comme les chiens d'éveil. C'est vrai que quand on avait parlé avec Capucine et son Wondermanie dans l'épisode 21, voilà, c'est un chien d'éveil. Donc, c'est le chien de la petite. Mais du coup, la fratrie est très attachée au chien-chi. Mais au final, chacun avait trouvé sa place. Et c'est important de souligner que voilà, ça reste le chien du jeune. Mais bon, il navigue dans un environnement familial quand même. Exactement. Donc, tu vas pas cloisonner les choses non plus. C'est ça. C'est bien de clarifier quand même les choses. Voilà, exactement. En fait, on est obligé de mettre les mots sur ça pour que aussi tout le monde puisse comprendre que
Bien sûr qu'ils peuvent jouer avec le chien, qu'ils peuvent le caresser, etc. Mais si, par exemple, le chien a besoin de recevoir certains ordres, il faut que ce soit l'enfant en priorité qui donne ses ordres. Voilà. Il faut que la famille soit présente pour pouvoir soutenir le jeune si besoin. Mais il faut que le jeune puisse aussi prendre ses responsabilités parce que c'est son chien. Je me demandais, parmi tous ces moments que tu as vécus, il y a quand même eu des moments très forts, j'imagine. Est-ce qu'il y a un moment où tu as été bluffé vraiment par un des chiens que vous avez eu, voilà, qui restera un souvenir marquant, ou un chien que tu as eu à la maison, du coup? Je dirais plus que c'est quelque chose que j'ai observé. Les chiens ont une façon d'être quand ils sont avec les éducateurs, quand on leur donne des ordres, etc. Ils ont une façon d'être quand c'est toi qui les prends. Et en fait, dès le moment que les enfants arrivent en classe, ils agissent complètement différemment. Et c'est comme si tu redécouvrais les chiens. Et en fait, tu en as beaucoup qui sont un petit peu timides, un peu réservés, par exemple. Et le jour où il va y avoir un essai avec un enfant, et ça va être cet enfant-là, tu sens, tu le vois que le chien a choisi cet enfant. Il va agir complètement différemment. Quand toi, par exemple, t'as un petit peu de mal à te faire entendre pour certains ordres et tout, parce que soit il a pas envie, soit il est un peu paresseux, soit voilà. Comme nous, ils ont leurs humeurs. Hein. Ben oui. Et en fait, avec cet enfant, c'est le jour et la nuit, il lui obéit au doigt et à l'œil. Et tu le vois vraiment, il est déjà avec des cœurs dans les yeux, quoi. Et c'est ça qui... ça, vraiment, c'est incroyable. Et c'est quasiment à chaque classe que tu as au moins 1 ou 2 chiens qui sont comme ça, où ils ont choisi leur enfant. Et c'est comme s'ils avaient le déclic de se dire c'est avec eux que je vais terminer. Voilà. Et donc, du coup, je vais agir différemment parce que eux, c'est normal. Ça va être ma normalité, quoi. C'est mon quotidien. C'est ça. Alors que quand ils sont avec les éducateurs, ils aiment les éducateurs, ils le font pour leur faire plaisir, mais ils le font parce qu'il faut le faire et que ça leur fait plaisir, mais voilà. Que vraiment, tu vois la différence avec l'enfant, c'est même pas normal si tu veux, ils vont le faire vraiment que pour lui faire plaisir et lui montrer que il est là pour lui, quoi. C'est fluide, c'est logique. Exactement, ils sont là l'un pour l'autre. C'est ça. C'est un peu le concept des hamsters, tu vois. Ça paraît un peu gnangnan comme ça, mais en vrai, je trouve que c'est un petit peu comme ça aussi qu'on pourrait expliquer le lien entre le premier chien guide et son bénéficiaire. Oui, parce qu'en fait, il y a quelque chose, on n'en a pas parlé, mais c'est quasiment que des premières remises. Oui, c'est que des premières remises. On a quelques renouvellements de temps en temps. S'ils ont sous 18 ans, en général, c'est parce que le chien a eu un souci de santé. Oui, on en avait parlé avec justement Bérénice et Opium, c'était son cas. C'est ça. Sinon, on va avoir des renouvellements en partenariat avec les autres écoles, quand par exemple, il n'y a pas forcément de chiens disponibles pour un renouvellement et que nous, on en a. Voilà. Mais sinon, en effet, c'est que les premiers chiens guides. Donc, c'est que des premières fois. Exactement. Et justement, on parlait un petit peu de ces chiens exceptionnels. Alors, j'ai un peu changé mes questions de fin, mais je me demandais s'il y a un lieu exceptionnel où tu as été, où tu aurais jamais été si tu n'avais pas été en poste pour les chiens guides. Pas un lieu en particulier, mais par contre, je n'aurais jamais autant été dans la nature. C'est vrai. Ouais, si j'avais pas été avec les chiens guides. J'ai vécu en campagne quand j'étais jeune, et en fait, dès que j'ai pu partir de la campagne, je suis partie en me disant ciao. C'est ne pas avoir de bus, ne pas avoir de quoi que ce soit, d'avoir juste un quart le matin, un quart le soir. C'était pas mon truc. Et justement, voilà, j'ai fait des études, etc. Je suis beaucoup partie à l'étranger, dans des endroits très urbains. Et en fait, la fondation est un petit peu, alors je vais pas dire au milieu de nulle part parce que c'est pas vrai, mais elle est quand même à la campagne. Et c'est vrai que j'ai réappris en fait à aimer ce calme et cette sérénité, et d'être au contact des chiens. Ça m'a donné encore plus envie justement de découvrir des endroits comme ça pour aller se balader et juste profiter de voir le chien en libre, tu vois, passer du bon temps, et juste toi tu marches, tu profites du soleil sur toi. On a quand même cette chance dans le sud d'avoir pas mal de soleil. C'est vrai. Et voilà, et ça c'est quelque chose où je pense j'aurais pas autant repris plaisir, je pense à ça. T'aurais pas kiffé aller te balader tranquille? Non, j'ai toujours été en mode je vois pas le but de marcher s'il y a pas quelque chose derrière, tu vois. Du coup, là, avec un chien, il y a quelqu'un devant. Il y a quelqu'un devant, il a besoin de marcher, c'est dans ses besoins à lui, et en fait, tu vas répondre à son besoin, et au final, tu réponds à un besoin à toi aussi que tu soupçonnais pas, quoi. Et puis, tu découvres des balades. Exactement, et de très beaux lieux. Parce qu'au final, il y a des fois des choses... Moi, je sais que j'ai pas fait la même découverte quand j'étais à Paris, et puis là, ça va être la même chose autour de mon nouveau chez moi. Mais en fait, tu t'explores pas de la même manière. C'est ça. Exactement. Tu te dis, bon, on va pousser un peu plus loin, on va découvrir autre chose. Et en fait, il y a plein de balades juste à côté de chez soi. Exactement. Et puis tu prends le temps.
en fait, parce que tu vas marcher au rythme du chien, de selon ce qu'il a vu, ce qu'il a envie de faire, etc. Et du coup, t'appréhendes les lieux pas du tout de la même manière. Et là, c'est vrai que dernièrement, par exemple, en septembre, quand j'ai eu Scan à la maison, je me suis dit, bon, attends, faut que je le sorte un peu, je vais en profiter, je vais regarder un petit peu, je peux aller où, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à même pas 10 minutes de la maison, il y avait un super chemin de balade avec plusieurs kilomètres où en fait, t'as un long canal, t'as des castors, t'as des tortues. Et en fait, j'étais là, mais jamais de la vie, j'aurais été me balader ici si j'avais pas eu un chien. Moi, je vais faire la même chose. J'ai hâte de découvrir les lieux, les balades autour de mon nouveau chez moi à Lyon. Ça fait partie des choses où je me dis... déjà, avec la poussette, oui, j'imagine. J'en découvre un peu. Mais du coup, t'as pas les mêmes... comment dire, là, il faut combiner le facteur poussettable, comme je le dis, oui. Ou alors porte-bébé, mais du coup, là, ça enlève toutes les limites. Mais sinon, t'as pas les mêmes envies avec le chien aussi, puis t'as juste envie de croiser parfois d'autres chiens, ou pas du tout, selon les balades que tu fais, quoi. C'est ça. Oui, parce que même nous, on le voit... Je savais que pour les jeunes, c'était un vecteur de lien social, mais je me rendais pas compte que même pour nous, en fait, que dès le moment que t'as un chien, les gens te trouvent beaucoup plus abordable. Et même toi, en fait, les gens qui ont aussi des chiens, tout de suite, tu vas aller vers eux parce que les chiens vont se sentir. Et donc, par conséquent, ça va entamer une conversation. Que t'aurais jamais eu. Que j'aurais jamais eu. Et en fait, la première balade que j'ai fait justement le long du canal là, avec Scan, je me suis fait arrêter, je sais pas, toutes les 10-15 mètres. En plus, je lui avais mis le gilet, donc... Alors là, voilà. Et c'était impressionnant, en fait. Les gens sont bienveillants, sont vraiment dans la conversation chill. Et c'est quelque chose où, en fait, j'aurais été toute seule. Alors déjà, j'aurais pas forcément fait la balade. Et si je l'aurais faite, en fait, j'aurais été tunnel vision. Le but, ça aurait été de marcher, de peut-être me dépenser, voilà. Tandis que là, t'es beaucoup plus dans la relaxation. Et en fait, ça l'oxygène lui, mais toi aussi, quoi. Allons nous balader. Exactement. Voilà ce qu'on va garder de ce podcast à la fin. En écoutant les podcasts. Moi, je sais que c'est aussi pour ça que la durée de podcast 45 minutes, il y a des gens qui m'ont dit mais c'est chouette, c'est la durée de ma balade. Oui, c'est ça. Donc, c'est top. Mais allons nous balader. J'ai une dernière question que tu connais. C'est quel est ton pire et ton meilleur moment ? Quand il y a des classes de remise, les salariés accompagnent les jeunes donc de 7h à 21h. Donc après, on a des roulements, etc. Et donc même le week-end. Et en fait, le premier week-end où j'ai travaillé à la fondation pour être avec les enfants, j'étais avec Ella, on n'était que toutes les deux. Et en fait, on s'est retrouvés donc toutes les deux avec 5 jeunes, on va dire entre 12 et 18, quoi. Et en fait, je me suis retrouvée bloquée. C'est-à-dire, je me suis dit, mais moi, je suis encore jeune. Et en fait, j'avais l'impression d'être maman de 5 jeunes. Les 5 jeunes plus leurs chiens. Ouais. Et en fait, gérer des adolescents, 5, et en plus des chiens, c'est quand même compliqué. Et là, je me suis... j'ai eu un petit coup de panique, je t'avoue. J'ai eu un petit coup de panique. Et je me suis dit, mais jamais de la vie, je vais me faire entendre. Je sais même pas ce que je vais dire. Je sais même pas comment je vais gérer. Ils vont me mener par le bout du nez. Ils vont faire de moi ce qu'ils veulent. mais je le considère pas comme le pire moment. C'est juste, ça a été un moment... un peu compliqué et où vraiment je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce que tu fais là. Et au final la journée s'est très très bien passée. Les jeunes ils étaient à fond, ils ont voulu savoir tout ce qu'on faisait avec Ella, ils nous ont posé plein de questions, ils ont été hyper intéressés et on a eu de très très beaux échanges. C'est aussi ça qui est chouette, c'est que en général c'est des jeunes qui on pense qu'ils pourraient être refermés totalement sur eux-mêmes et s'intéresser à rien, et en fait c'est pas vrai du tout. Alors oui, ils peuvent se refermer sur eux-mêmes, notamment scolairement, mais c'est des jeunes qui vont être à la pointe sur tout ce qui est nouvelles technologies, qui vont être à la pointe sur tout ce qui est les réseaux sociaux, les jeux vidéo, et en fait c'est des choses qui moi me parlent, et donc en général en fait j'arrive toujours à faire mon petit chemin, voilà, c'est ça, avec eux, quoi. Et mon meilleur moment, c'est à la remise officielle, donc lors des JPO, notamment de cette année. Mes premières JPO ont été clairement incroyables. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la cérémonie. Voilà, des larmes de joie. Hein. Bien sûr. Je le dis quand même. Mais c'est vrai que celle-ci, cette année, j'étais assez proche de la classe d'avril, notamment, parce que classe d'octobre, j'ai eu des soucis de santé, donc j'ai pas pu beaucoup passer de temps avec eux. Mais la classe d'avril 2023, il y avait justement Léana dont on parlait tout à l'heure, voilà, de Marseille, qui, lors de cette remise, donc a pris la parole, a raconté son histoire dont j'ai parlé tout à l'heure et que je connaissais déjà. Et elle a souhaité chanter une chanson qu'elle a écrite pour sa chienne. Et alors, cette chanson, déjà, elle chante magnifiquement bien, mais alors, vraiment, j'en ai eu les frissons, j'ai pleuré. Vraiment, c'était un très très beau moment, et je pense que c'est quelque chose qui
restera avec moi de pourquoi je fais ça. Et que même si un jour, pour X raison, il s'avère que mon chemin part un petit peu et dévie des chiens guides, je pense que j'aurai toujours une connexion avec les chiens guides parce que ça m'a marqué de manière indélébile. C'est beaucoup trop positif. Donc oui, tu es là aujourd'hui en poste, peut-être dans un futur tu changeras, on n'en sait rien, mais les chiens guides auront toujours une place dans ta vie. C'est ça, je pense que je pourrais plus, en fait, maintenant que je sais à quel point ça apporte du bien à autrui, je pense que je pourrais plus rester en côté, en fait, et ne rien faire. Si j'étais amenée peut-être à déménager, par exemple, ce genre de choses, je me renseignerais pour être rien que bénévole, famille d'accueil, relais, ou voilà. Mais je pourrais pas ne plus avoir un pied dedans. Ça m'a beaucoup trop marqué. Et dans le positif. Exactement. Mais tu sais, moi j'ai déménagé et pour ce choix-là, bien sûr, sur la carte, il y avait le point École des chiens guides de Lyon qui était indispensable. Puisque quand j'étais jeune, je n'ai pas pu être famille d'accueil puisqu'on était trop loin avec mes parents. Oui. Donc là, il fallait être un peu proche des parents, mais beaucoup proche de l'école. C'est ça. Bien sûr, pour justement continuer ce rôle de bénévole et s'investir encore plus. C'est ça. Écoute, merci Marina pour tout ça. En tout cas, on voit bien que on n'imagine plus trop la Marina d'avant, chargée de communication pour cette grande entreprise d'implant, en implantologie. Tu vois, j'aurais appris des mots. Mais là, on voit bien qu'il y a quand même un sillon qui est bien tracé. C'est ça. Qu'il y a une connexion, une réelle connexion qui s'est faite et que tu n'es pas rentré par une porte pour en sortir immédiatement de l'autre côté, mais que l'histoire ne fait que commencer en fait. Exactement, et je pense que dès le moment qu'on veut travailler dans l'univers du chien guide, que ce soit à la com ou même un autre métier, je pense qu'il faut qu'on ait cette passion. En fait, c'est beaucoup disent machin métier passion, etc. Mais pas un métier passion au sens où on a l'impression qu'on travaille jamais. C'est pas du tout ce que je dis, mais plus où on sait pourquoi on le fait, on voit le concret, et en fait c'est ce qui va te porter. Je veux dire, notamment en communication, il y a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à rédiger, beaucoup d'histoires à raconter, et en fait si t'es pas porté toi-même par ces histoires, t'arriveras jamais à les porter, quoi. T'arriveras jamais à les communiquer de la bonne façon, t'arriveras pas à embarquer les gens avec toi, et moi c'est ce que j'aime en fait dans mon métier aujourd'hui, c'est que je communique que sur des choses qui me portent, et tout ce que je souhaite, c'est emporter les gens avec moi. Partager. C'est ça. Mais en tout cas, c'est ce que tu as fait aujourd'hui à mon micro. Partager ton aventure avec les chiens guides et montrer cette nouvelle facette que j'avais pas encore explorée de la communication. En fait, c'est ce que je fais à chaque fois que je passe derrière le micro avec un invité. C'est ça. Mais au cœur de chaque école, vous êtes un petit réseau de sentinelles pour partager. Voilà, exactement. C'est ce mot, partage, que je rejoins aussi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, à très bientôt. Avec grand plaisir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez apprécié cet épisode avec Marina sur la Fondation Frédéric Gaillan, je vous invite à écouter l'épisode 35 avec Anaïs, où elle raconte comment les chiens guides issus de cette école lui ont permis de retrouver une confiance en soi et de s'ouvrir à nouveau au monde après sa cécité soudaine à l'âge de 9 ans. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.